Salam alaikum, Zulflaoun. Bonsoir. Le rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association, M. Clément Voul, a achevé hier sa visite officielle en Algérie. Le rapporteur de l'ONU a appelé les autorités algériennes à gracier les personnes condamnées ou détenues pour leur participation au Hirak et assouplir les restrictions strictes imposées aux rassemblements et aux associations. Il est nécessaire aussi de mettre les lois et les pratiques en conformité avec la Constitution et le droit international relatif aux droits humains, a-t-il ajouté. Un constat accablant qui contredit la version des autorités algériennes sur la question des détenus d'opinion, rappelant que M. Tebboune a qualifié cette question comme étant le mensonge du siècle. Durant sa visite en Algérie, le rapporteur spécial des Nations Unies a joui de toutes les facilités possibles, indique aujourd'hui le ministère des Affaires étrangères et de la communauté nationale à l'étranger, dans un communiqué. Cette visite a été l'occasion d'échanges francs et constructifs entre les autorités algériennes et le rapporteur spécial sur les questions relevant de son mandat, affirme le ministère, soulignant que ces rencontres lui ont permis de prendre pleinement connaissance des efforts consentis et des grands progrès réalisés par l'Algérie en faveur de la jouissance des droits à la liberté de manifestation et d'association. La question qu'on se pose, pourquoi M. Voul n'a pas été autorisé à rencontrer des personnalités proches du Hirak, comme Fodil Boumala, Karim Tabou, Maître Bouchachi, Mohsin Belabbas, ou Ihsan Al-Qadi, Ali Rdiri, Ibrahim Al-Alami et d'autres prisonniers qui croupissent en prison. La situation des droits de l'homme en Algérie continue à susciter beaucoup d'inquiétudes tant sur le plan interne qu'à l'extérieur du pays. Les partis se réclamant de l'opposition, les militants politiques, la société civile sont tétanisés par l'article 87 bis, il faut-il le rappeler, met sous contrôle judiciaire l'ensemble des partis associations autonomes. Amnesty International qui a appelé l'Algérie à libérer les dizaines de personnes qui sont toujours privées de leur liberté uniquement pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association. Le mépris ostensible du droit et à la dignité sans cesse piétiner des Algériens et des Algériennes ouvre sur des perspectives désastreuses. L'orientation absurdement répressive imposée par le régime qui accule la société au désespoir exacerbe les contradictions du régime. L'ONU appelle à gracier les condamnés du Hirak algérien, c'est le titre de notre émission pour ce soir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission M. Mohamed Khelfaoui, analyste sécuritaire. Il est avec nous depuis Alger par téléphone. C'est Mohamed Khelfaoui, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Marhaba bik. Bonsoir, bonsoir à tes invités, bonsoir à tous ceux qui nous suivent. Merci beaucoup, c'est Mohamed Khelfaoui. Comme j'ai le plaisir aussi d'accueillir M. Hassan Hidash, économiste et militant politique, il est avec nous par Skype depuis Paris. C'est Hassan, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, c'est Nassar. Merci de m'avoir invité. Et je salue M. Khelfaoui. Et je ne sais pas si vous avez d'autres invités, je les salue également. Et je salue aussi les téléspectateurs et votre équipe. Très bien. On a aussi Maître Nabila Smaïl, elle sera avec nous aussi. Avocate et militante politique, elle sera avec nous depuis Alger par téléphone. Mohamed Khelfaoui, je vais commencer cette émission avec vous. Quel constat peut-on faire donc de la visite du rapporteur spécial de l'ONU, donc du Conseil des droits de l'homme,
Il a fait une conférence de presse. Hier, bien sûr, il a parlé du Hirak, mais aussi des prisonniers d'opinion, si on peut, des prisonniers politiques, si on peut les appeler ainsi. Quelle lecture peut-on faire de cette visite, Mohamed Khelfaoui? Voilà, la visite étant sur invitation du gouvernement, donc il faut attendre pour pouvoir l'évaluer. Il faut attendre ce qu'il en ressort, des résultats qu'elle a apportés. Donc tout de suite là, il a été reçu ici et là, il a fait une conférence de presse, mais c'est pas une évaluation, ça, c'est un constat. C'est un constat. Nous attendons maintenant le travail mené par lui-même avec les autorités et les personnalités qu'il a rencontrées. En fonction du résultat, nous dirons ce que vaut cette visite. Et sinon, Et pourtant, on peut voir dans sa conférence de presse, donc il a appelé les autorités donc à gracier, si on peut appeler, c'est le mot qu'il a utilisé, à gracier les détenus d'opinion. Bien sûr, il y a d'autres Algériens qui les appellent des détenus politiques. On parle de journalistes, on parle de militants politiques, mais on parle aussi de citoyens parce qu'ils ont émis donc des avis peut-être contraires à la politique des autorités algériennes. Qu'est-ce que vous en pensez de cette question, Mohamed Khelfaoui? Rappelons que Amnesty International donc a publié, si on peut dire, un article qui accable la situation des droits de l'homme en Algérie. Et on peut lire en Algérie, des dizaines de personnes sont toujours privées de leur liberté uniquement pour avoir exercé leur droit à la liberté d'expression, de réunion pacifique et d'association. Les autorités algériennes ciblent actuellement des militants, des journalistes, des défenseurs des droits humains, des détracteurs du gouvernement dans un climat de répression systématique de la liberté d'expression. Toute personne qui va à l'encontre, à contre-courant, que ce soit en critiquant le gouvernement sur les réseaux sociaux, en participant à un groupe de défense des droits ou en écrivant dans un média indépendant, risque d'être placé en détention. Qu'est-ce que vous en pensez, Mohamed Khelfaoui? Oui, c'est Nasser. Ça, c'est on n'a pas entendu Amnesty International pour demander l'élargissement des détenus d'opinion, des détenus politiques, ceux qui n'ont pas, disons, menacé la stabilité nationale ni la sécurité intérieure, bien sûr, du pays. Avant ces organisations internationales, des avocats, des personnalités, des gens qui ont eu l'occasion de s'exprimer, l'ont demandé. Ils ont souhaité une ouverture. Pourquoi fermer le champ, disons, de manière presque, j'allais dire, hermétique, mais en fait, disons, pourquoi ne pas laisser des couloirs d'expression, des rencontres où les gens peuvent s'exprimer, participer donc à l'information du citoyen, participer à la prise de décision de manière indirecte, donner leur point de vue sur un projet ou autre, rassurer le citoyen dans sa sécurité, rassurer l'investisseur dans ses investissements. Ça, nous l'avons dit, moi personnellement, je l'ai dit. J'ai dit que c'était une bonne chose peut-être d'aller dans ce sens, parce que nous avons des experts qui sont dehors. D'autres sont impliqués dans la gestion du pays, c'est très bien, mais on a plusieurs, beaucoup plus que ce qu'ils connaissent, qui peuvent donner leur point de vue, même s'ils n'ont pas toutes les données. Ça ne sera pas, mais disons, à des tables rondes assez spécialisées, telles que par exemple en ce qui concerne le droit ou en ce qui concerne les problèmes des avocats, pourquoi ne pas réunir les avocats? En ce qui concerne l'industrie, pourquoi ne pas réunir des experts? On a opté pour la voiture, là on a opté pour ceci ou pour cela. Nous avons beaucoup de gens. La preuve, par exemple, pour les BRICS, beaucoup d'experts ont dit attention, ne vous hasardez pas le pays dans cette direction parce que la réponse est déjà connue. Faites attention. Bon, si ces gens-là pouvaient s'exprimer, ça nous aurait évité peut-être des aléas.
des trucs comme ça, oui, de ça, avant, bien avant Amnesty International, où l'ONU a l'invité qui est venu pour les droits de l'homme, mais d'époque où des avocats, voilà, vous avez Nabila Smaïl, notre absolument. Elle est avec nous. Oui, elle va le dire. En tant qu'avocat et en tant que parti politique, ils l'ont demandé bien avant Amnesty International. Très très bien. Reste avec nous, Mohamed Khelfaoui. Avant de donner la parole à Nabila Smaïl, d'abord, Nabila Smaïl est avec nous. Je pense qu'elle est avec nous. Nabila Smaïl, avocate, militante des droits de l'homme, militante politique. Elle est avec nous depuis Alger. Maître Nabila Smaïl, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Bonsoir, Nassar. Bonsoir à toute votre équipe, à tous nos téléspectateurs. Et bien le bonjour à votre invité. Très bien. Hassan Hirash est avec nous aussi. Mohamed Khelfaoui est avec nous depuis Alger. Nabila Smaïl, restez avec nous. J'aimerais avoir juste la réaction de Hassan Hirash très rapidement. Je vais revenir à vous sur cette visite de M. Voul, donc le rapporteur spécial du Conseil des droits de l'homme de l'ONU. Hassan Hirash, comment peut-on évaluer donc cette visite du rapporteur spécial? Je sais que vous êtes militant politique, mais aussi vous suivez de très près la question des droits de l'homme. Vous êtes à Riposte Internationale, pardon. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'il faut s'en réjouir malgré donc le discours très diplomatique qu'on a entendu pendant la conférence de presse de M. Voul? Merci Sinassar de me donner la parole. D'abord, je ne suis pas militant politique, hein. Je suis plutôt observateur de la scène politique. Je n'appartiens à aucun parti. Ma dernière démission d'un parti politique remonte à 1993. J'étais au RCD. Auparavant, j'étais dans le FFS clandestin. Et donc, depuis 1993, je n'appartiens à aucune structure politique. Alors, ceci dit, évidemment, la vie politique en Algérie m'intéresse. Elle m'intéresse beaucoup parce que, évidemment, il s'agit de mon pays et il s'agit du présent et de l'avenir de mon peuple, donc des Algériens. Alors, ceci dit, quant à la venue, à la visite et au travail de M. Clément Voul, ce que je peux vous dire, c'est que les rapporteurs de l'ONU visitent les pays du monde entier. Et le problème qui se pose à chaque fois, c'est quand cette visite concerne les pays autoritaires. On n'a jamais parlé des visites qui se font en France, en Allemagne, en Espagne, au Japon, etc., parce que les rapporteurs spéciaux s'intéressent aux droits de l'homme, s'intéressent à l'écologie, s'intéressent aux droits des enfants, aux droits des femmes, aux droits des animaux, etc., etc. Donc il y a plusieurs institutions, plusieurs organismes au sein de l'ONU qui s'intéressent aux problèmes divers que vivent les sociétés et que vivent donc les pays adhérents à l'ONU. Donc le problème, c'est qu'à chaque fois qu'un rapporteur fait un voyage en Russie, en Chine, en Corée, en Algérie, et au Maroc, et ainsi de suite, eh ben, on en fait tout un plat parce que effectivement, il s'agit de dévoiler un certain nombre d'anomalités, un certain nombre de situations qui, malheureusement, sont vécues par les populations de ces pays-là et qui sont dans une situation qui ne correspondent pas tout simplement aux standards de l'ONU, aux standards des droits de l'homme auxquels un certain nombre de ces pays-là ont pourtant souscrit. Un pays comme l'Algérie a adhéré pratiquement à toutes les chartes qui lui ont été proposées, qui protègent à la fois les droits humains, les droits de l'enfant, les droits des femmes, etc., etc. Donc, cette visite, évidemment, est bienvenue, d'autant plus qu'elle a été refusée pendant un certain nombre d'années et que ça pose à chaque fois un problème au niveau du discours officiel concernant la souveraineté nationale, comme si la souveraineté nationale consistait à mettre en prison à huis clos, à juger à huis clos,
à réprimer à huis clos, etc. Ce n'est pas ça la souveraineté nationale. Ça, malheureusement, il s'agit de mesures antinationales, il s'agit d'une politique antinationale, et je crois que les observateurs algériens et les observateurs étrangers sont tout à fait, autorisés à y regarder de près, bien que des régimes autoritaires en général refusent justement que des militants des droits de l'homme nationaux et internationaux jettent un coup d'œil sur ce qui se passe, ce qui se passe dans les tribunaux, ce qui se passe dans les commissariats, ce qui se passe dans les institutions qui ne respectent pas toujours les Algériens. Il faut rappeler, et d'ailleurs Clément Woul, le rapporteur spécial de l'ONU, l'a rappelé, il faut rappeler que nos parents, nos grands-parents ont donné leur vie, se sont sacrifiés pour que, pour leur liberté, formelle, le pays. Absolument pas pour une indépendance formelle, mais pour que les Algériens retrouvent leur dignité, leur liberté de s'organiser dans des partis politiques, dans des syndicats, dans des associations, dans toute structure qui pourrait défendre leurs intérêts sociaux, leurs intérêts politiques, leurs intérêts divers. Et donc on est dans une situation où l'Algérie, et d'ailleurs, le rapporteur spécial de l'ONU dont on parle, M. Clément Woul, l'a relevé de façon évidemment très diplomatique. M. Woul a eu un langage diplomatique, mais pas du tout une langue de bois. Donc il a fait un certain nombre d'observations extrêmement intéressantes et qui peuvent être des pistes d'amélioration pour le pouvoir algérien s'il y avait une bonne volonté au sein de ce pouvoir, sachant qu'il y a effectivement des hommes au sein de ce pouvoir qui voudraient passer à une nouvelle Algérie pacifiée, à une nouvelle Algérie respectueuse des Algériens, des droits de l'homme, etc. Et donc, pour résumer, si vous me le permettez, l'Algérie, en fait, c'est comme une espèce d'association dont les statuts sont complètement larges, complètement bienveillants, complètement respectueux d'un certain nombre de valeurs, etc. Mais dont le règlement intérieur est complètement verrouillé, complètement rigide, je dirais même psychorigide. Et il nous appartient justement de continuer notre combat de façon pacifique et de faire entendre raison aux décideurs. Très très bien. Restez avec nous, Hassan Hirish. On discutera aussi des perspectives et comment vous voyez les choses. Vous avez parlé de continuer le combat. On va aller à Nabil Esmaïl qui est avec nous. Matar Nabil Esmaïl. Matar Nabil Esmaïl, comment vous avez trouvé cette conférence de presse de M. Woul? Hassan Hirish a parlé d'un langage, on peut dire, diplomatique, mais sans langue de bois. Comment vous l'avez trouvé? Parce qu'on peut, par exemple, lire des observations de M. Woul qui parle donc à libérer, si on peut dire, ou à gracier. Il a appelé les autorités algériennes à gracier les personnes condamnées ou détenues pour leur participation à Hirak et assouplir les restrictions strictes imposées aux rassemblements et aux associations. Il est nécessaire aussi de mettre les lois et les pratiques en conformité avec la Constitution et le droit international relatif aux droits humains, a-t-il ajouté. Nabil Esmaïl. Bon, d'abord, je tenais à saluer M. Hassan Hirish. J'ai eu un petit sourire quand j'ai entendu dire qu'il il était dans le FFS clandestin, et moi je lui dis que j'étais dans l'ex-FFS. Voilà. Donc ça c'est la petite note d'humour pour. Bon, en ce qui concerne le rapporteur spécial, moi je pourrais dire que il est vrai que le langage des rapporteurs spéciaux et de tous les gens qui connaissent les systèmes dans lesquels ils sont appelés à faire des rapports, ils ont un langage ferme. Je dirais pas
diplomatique dans le sens large, mais plutôt diplomatique avec des notes d'avertissement et d'amertume. Et tout le monde a constaté le ton ferme de son introduction, de ses remarques. Il ne faut pas ignorer qu'il a parlé d'un rapport préliminaire et qu'il a dit qu'il te donnerait une année pour attendre les réponses du pouvoir et rédiger un rapport global après vérification du respect des mesures qui ont été soulevées et qui ont été demandées. Moi, je dirais que le rapporteur spécial, dans son intervention, dans sa conférence de presse, avait plus l'air de faire le procès du gouvernement, du pouvoir en place, qu'autre chose. Parce qu'il a rappelé la gravité, d'abord la gravité du non-respect de la constitution du pouvoir. Il a rappelé ça. Il a dit que les lois répressives ne sont pas en conformité avec la Constitution. Ça, c'est d'un. De deux, il s'est étalé sur la gravité et l'élasticité de l'article 87 bis, qui constitue un vrai danger pour les libertés politiques et civiles. Il a rappelé la détresse dans laquelle il a un petit peu décrit la détresse dans laquelle qu'il a constaté sur le visage de ceux qu'il a rencontrés. Un climat de peur. Un climat de peur. Il a rappelé, il ne faut surtout pas l'ignorer, il a rappelé, suite à la réponse à la question d'une journaliste, il a rappelé qu'en venant en Algérie, il avait imposé un engagement de la part du pouvoir de ne pas poursuivre ou de ne pas de ne pas faire de représailles contre les personnes qui l'ont rencontré, parce que ces personnes-là sont sous sa responsabilité et il répond de leur sécurité. Ça, c'est très important, il l'a rappelé. Il a dit que quand je suis venu, j'ai demandé au pouvoir algérien de s'engager à ne pas faire de menacer ou s'en prendre aux gens qu'il va rencontrer, parce qu'il est tenu par la confidentialité et par l'obligation de respecter les militants ou les avocats ou toutes les personnalités qu'il a rencontrées. Donc, contrairement à tout ce qu'on pourrait penser, il y a beaucoup de fermeté. Il y a comme un langage de rappel à l'ordre, de rappel des obligations. Surtout, il avait insisté sur le fait que la Constitution algérienne a donné la primauté aux conventions internationales, qu'il a placées au-dessus des lois internes. Il a rappelé que le pouvoir est obligé de respecter ses engagements internationaux, et il a surtout rappelé à l'ordre le pouvoir qui traite toutes les personnes qui saisissent les instances internationales, il les traite de main étrangère ou de khabarji, tout en disant que l'Algérie est membre de l'ONU, elle est membre dans le Conseil des droits de l'homme. Donc, à partir de là, elle est tenue par respecter ses engagements internationaux, et il a surtout parlé de la nécessité d'ouvrir le champ politique, d'ouvrir le champ médiatique, et ce qui est intéressant aussi, c'est que je pense que même sur le plan de la forme, tout le monde a dû remarquer la peur dans laquelle étaient les journalistes qui avaient assisté à la conférence de presse. Et il n'y avait pas beaucoup de journalistes aussi. Il n'y avait pas beaucoup de journalistes. Cette question, elle est très importante, Nabila Smaïl, parce qu'on a vu, je vais vous laisser continuer très rapidement, Nabila Smaïl, parce qu'on va regarder cette vidéo et cette question qui a été posée par une journaliste du quotidien d'Oran. Et bien sûr, c'est une question qui est très osée, surtout quand on est en Algérie. On l'écoute et je reviens à vous très rapidement. Madame, vous avez merci monsieur. C'est Kazi, Ramian Kazi du quotidien d'Oran. Je vous demandais, vous avez insisté sur le pardon, donc une amnistie générale. Pas une amnistie.
Le pardon. Gracie, voilà. Grâce. Comment vous pouvez... La grâce. Alors, est-ce que vous la limitez seulement aux détenus d'opinion, alors qu'on sait absolument que la prison est devenue une généralité et non pas une exception, comme le dit le droit international? Tout le monde est menacé de prison. Est-ce que vous avez posé cette problématique au sens large du terme, qui fait que tout le pays est devenu une prison à ciel ouvert? Merci. Nabil Ismail, tout le monde est menacé de prison, mais aussi dans sa question, le rapporteur spécial des Nations Unies a parlé de gracier les détenus. C'est d'admettre aussi qu'il y a des détenus politiques entre guillemets. Nabil Ismail. Parler de gracier, là, c'est pour ne pas offenser un petit peu le pouvoir algérien, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est obligé de tenir un langage plutôt mesuré, diplomatique, de faire attention à ce qu'il dit, parce qu'il n'a pas demandé la libération pure et simple des détenus d'opinion. Il parle de gracier, c'est une perche qui est tendue aux tenants du pouvoir pour dire que on va pas dire que c'est des procès revanchards, que c'est une justice aux ordres. Donc il s'est retenu de dire ça ou de qualifier cette mascarade de ça. Donc il parle de gracier, ça c'est pour reconnaître l'autorité d'un président de la République, c'est pour aussi permettre qu'il y ait une... Mais reconnaître l'autorité de la présidence de la République, Nabil Ismail, lui aussi qui a déclaré qu'il n'existe pas de prisonniers politiques en Algérie, qu'il a même qualifié de le plus grand mensonge du siècle dans une interview. Bon, là, nous sommes en train de commenter les propos du rapporteur spécial. On n'est pas en train de commenter les propos du chef de l'État. Alors, les messages qui passent à travers ces déclarations. Le message, c'est que il y a des détenus d'opinion. Donc, il faut commencer par prendre des mesures de détente et ne parlons pas de procès non équitables, ne parlons pas de procès ou de système judiciaire aux ordres, essayons de sauver la face, essayons d'amadouer un petit peu le climat et gracier tout le monde, parce qu'il ne faut pas oublier, en parlant de grâce, il a aussi parlé des aspirations du Hirak. Il a aussi parlé de la nécessité par le pouvoir de prendre en considération les revendications du peuple exprimées à travers le Hirak. C'est-à-dire que eux, ils reconnaissent et ils ont une situation qui fait ressortir un peuple qui est sorti pacifiquement pour revendiquer un changement pacifique et qui est réprimé. Alors, pour essayer d'équilibrer entre les deux antagonistes, il a choisi le mot, je ne dirais pas pardonner, parce qu'il n'y a pas eu faute pour pardonner, mais c'est gracier pour essayer de réconcilier le pouvoir et le peuple. Donc, ce langage, dans ce genre de discussion, ce genre de conférence de presse ou de débat, il y a toujours les non-dits, et il faut toujours lire entre les lignes. Et il a parlé aussi de confiance. Il a parlé aussi de la nécessité... De confiance, il n'y avait pas de confiance entre les... Absolument, absolument. Voilà. Très bien. Nabil Ismail, j'aimerais aussi, très rapidement, donner la parole aux autres invités. Et si vous pouvez juste rester avec moi, on va essayer de faire très vite. On ne va pas vous faire attendre parce qu'ils m'ont dit que vous êtes en route. Mohamed Khelfaoui, pour revenir à vous, si Mohamed Khelfaoui, cette question des droits de l'homme qui, bien sûr, est une question très importante dans toute société, Mohamed Khelfaoui, société qui veut s'épanouir, société qui veut avancer, et là on parle bien sûr de cette nouvelle Algérie, mais malheureusement, on est en train de discuter de cette situation des droits de l'homme qui vise ou qui accable notre pays. En termes de sécurité, Mohamed Khelfaoui, vous êtes analyste sécuritaire, expert en sécurité aussi. Est-ce que vous pensez que ce qui se passe chez nous est très inquiétant en termes de dépassement des droits de l'homme?
c'est Nasser. Lorsqu'on parle des droits de l'homme, c'est assez global. Et il n'y a pas, là le problème essentiel et que nous débattons tout le temps et depuis longtemps, c'est un peu certains droits relatifs aux politiques. Et de droits d'expression, de s'organiser, de se réunir, de dire, de débattre, etc. Les autres droits, sinon, il ne faut pas quand même qu'on aille un peu, je sais pas, à l'envers de la réalité. Parce que des droit à l'école, droit à la santé, droit, etc., tout ça est assuré. Droit à la sécurité, tout ça est assuré. Il reste le droit à l'expression, à dire ce que nous pensons, à dire ce que nous souhaitons. Là, il y a problème, en effet, et c'est pour ça que nous n'aurons qu'à gagner. Nous n'aurons qu'à gagner. S'ouvrir dans ce sens-là, c'est un gain, pour moi, je le considère pur. Il n'y a aucune dépense à ça. Au contraire, nous allons avoir un peu et voir la convergence, ou la divergence peut-être aussi, la divergence lorsqu'il s'agit de l'intérêt national, lorsqu'il s'agit de projection vers l'avenir. Nous allons voir ces hommes politiques, cette opposition entre guillemets, parce que ce n'est pas une opposition qui veut faire la guerre à un pouvoir, non. C'est une opposition qui a d'autres idées qui ne sont pas tout le temps en adéquation, en ligne avec celle du pouvoir en place. C'est-à-dire que aller vers le développement, l'opposition veut aller vers le développement. Aller vers la sécurité nationale et l'intégrité territoriale, l'opposition qu'on appelle, c'est une opposition politique, c'est tout. Ce n'est pas une opposition qui cherche à faire du mal. Et là, il faut donc dire que, pour revenir à votre question, dire que les droits de l'homme, s'ils ne sont pas respectés, peuvent menacer, etc. Vous savez, je ne voudrais pas donner d'exemple ailleurs parce que c'est pas justifiable. Même si ailleurs, il y a des pays qui sont très fermés, ça ne justifie pas ce qui se passe chez nous par rapport aux libertés. Non, nous souhaitons des libertés pour tous. Et j'ai vu, par exemple, la dernière fois, une rencontre qui a rassemblé une multitude de partis, je ne sais pas comment ils activent, pour organiser un front intérieur, solide, etc. Et malheureusement, l'absence de liberté d'expression a empêché les autres, ceux qui ne pensent pas, ou ceux qui n'ont pas la même vision qu'eux, c'est-à-dire lisser dans le sens du poil, ceux qui aiment de manière le pays, que non, si on va dans ce sens, nous allons se fracasser contre des remparts. Et donc on ne les a pas vus et ils ne peuvent pas le faire parce que, c'est-à-dire, ils sont exclus. C'est un travail exclusif. Or, si le travail pouvait être, c'est-à-dire la liberté de se réunir, etc., les autres aussi vont appeler un front national. C'est ça ma question, Mohamed Khelfa. Oui, c'est ça. Cette politique, c'était ça ma question, cette politique d'exclusion de l'autre, de ceux qui voient peut-être qu'il y a un avis contraire à celui des autorités ou du pouvoir en place. Et pourtant les autorités algériennes ont dit que par le biais d'un communiqué du ministère des Affaires étrangères, ils ont dit que cette visite a été l'occasion d'échanges francs et constructifs entre les autorités algériennes et le rapporteur spécial sur les questions relevant de son mandat, affirme le ministère, soulignant que ces rencontres lui ont permis de prendre pleinement connaissance des efforts consentis et des grands progrès réalisés par l'Algérie en faveur de la jouissance des droits à la liberté de manifestation et d'association. Ce déni de réalité, c'est Mohamed Khelfaoui, c'est ça qui cause problème, c'est ça qui bride l'Algérie à avancer. On ne peut pas parler d'une Algérie nouvelle dans des conditions alors qu'on entend un pouvoir qui parle d'une réalité qui est tout à fait autre que les Algériennes et les Algériens vivent. Non, j'ai dit, à la limite, on se demande à qui ils s'adressent parce que ces personnes-là, du niveau international, lorsqu'elles viennent, elles sont bien informées. Nous avons vu
je me rappelle le président, président Ben Saleh, lorsqu'il a été à Moscou rencontrer Poutine. En Russie, à Poutine, absolument. Il lui souriait là, donc les gens savent. Donc à qui vous dites ça? Maintenant, si vous voulez donner un coup de balai à la personne, vous lui direz dégage, voilà, c'est comme ça et c'est tout. Les gens le comprennent, l'interprètent et ils feront part à leurs responsables. Bon, ça c'est évident. Donc ce sont des réponses creuses, voilà, des réponses. Je ne sais pas comment elles sont formulées, imaginées. Il ne faut pas croire que l'autre est là comme une éponge en train d'absorber l'eau qui coule. Non. Et quand vous dites l'autre, là, vous parlez de M. Voul, bien sûr. M. Voul ou d'autres personnes. Ou d'autres chancelleries, absolument. C'est-à-dire tous les gens à l'échelle internationale. Parce que vous ne dites pas les gens savent. Il y a des ambassades, il y a une presse, il y a des rapporteurs, il y a tout ça. Ben, les gens savent ce qui se passe exactement dans le pays. Maintenant, pourquoi c'est comme ça? Je suis loin d'expliquer ou de justifier la chose. Mais ce serait quand même intéressant pour le pays de se donner une belle image qui va renforcer son envergure dans le travail un peu d'ouverture, un peu moderne, moderniser la société et l'ouverture de sa société. Nous savons tous qu'il n'est pas possible de passer d'un jour à l'autre d'un fonctionnement à un autre type de fonctionnement que nous avons. C'est graduel, aller vers toujours, comme je l'ai déjà dit auparavant, on l'a dit, d'autres personnes l'ont dit aussi, aller vers le possible. Et on avance doucement. On peut ouvrir les débats à un certain niveau, descendre doucement, jusqu'à permettre le débat constructif, le débat libre, et chacun a sa vision, sans insulte. Très bien. Le débat libre, vous êtes en train de dire, pourtant il n'y avait pas beaucoup de médias algériens à cette conférence de presse de M. Voul. Hassan Hirish, je vais revenir à vous, Hassan Hirish, et là bien sûr je vais par rapport donc à ce communiqué, à cette communiqué bien sûr d'Amnesty International qui parle de la situation des droits de l'homme, mais aussi il y a une pétition qui appelle toute personne à la signer pour donc la défense des droits de l'homme. Et là, on peut lire dans ce passage, au cours des 4 dernières années, les autorités ont arrêté et placé en détention des milliers de militantes et militants politiques et de la société civile, des défenseurs des droits humains, ainsi que des journalistes, simplement parce qu'ils avaient exprimé leurs opinions. Quand on voit Amnesty International, quand on voit bien sûr l'ONU qui accable la situation des droits de l'homme en Algérie, comme a dit Mohamed Khelfaoui, on peut pas leur dire que la situation est meilleure en Algérie et que M. Voul a rencontré différentes personnes, même des personnes qui ont été donc des anciens détenus d'opinion. La question qu'on se pose aussi, pourquoi M. Voul n'a pas rencontré des personnalités proches du Hirak comme Karim Tabou, Fodil Boumala, Mohsen Belabbas, Bouchachi et même aussi Mohamed Khelfaoui ou d'autres, Nabil Ismail, Hassan Hirish. Oui, évidemment, la question mérite d'être posée. Cela dit, le rapporteur ne peut pas rencontrer tout le monde. Il a rencontré un certain nombre du gouvernement algérien et puis des militants d'opposition, qu'ils soient associatifs ou de partis politiques. Je pense qu'en 10 jours, il ne peut pas effectivement faire le tour de tous les acteurs politiques, associatifs, syndicaux, économiques, etc. Moi, je dirais même que ce qui est regrettable, c'est d'avoir pas pu rencontrer justement des gens qui s'occupent du logement, parce que malheureusement, il y a un énorme déficit. On sait aujourd'hui que des dizaines de milliers d'Algériens attendent leur logement depuis 10-15 ans
au niveau de l'ADL, au niveau d'un certain nombre de promoteurs officiels ou privés qui construisent des immeubles mais qui ne sont jamais finis et qui ont déposé des sommes colossales. Parfois, ils ont emprunté cet argent-là de la famille ou à des amis et qui ne sont toujours pas logés, des problèmes de santé. On sait très bien que malheureusement, à part les membres du gouvernement, certains hommes, femmes influents qui peuvent aller se soigner à l'étranger, les Algériens malheureusement sont extrêmement mal soignés. Il y a des pénuries de médicaments pour l'essentiel. Nous, par exemple, ici, les immigrés, on reçoit quotidiennement de la part de nos amis, de la part de nos familles, des demandes de médicaments qu'ils ne trouvent pas dans les pharmacies algériennes. Et c'est des médicaments extrêmement importants pour des maladies chroniques, pour des maladies graves, ainsi de suite. Je peux multiplier ainsi. Par exemple, le chômage. On sait que pratiquement la moitié des jeunes de moins de 30 ans en Algérie ne trouvent pas un emploi, ce qui est véritablement une atteinte à leur dignité. À l'école algérienne, on sait très bien que à partir de la fin du primaire, des dizaines de milliers, des centaines de milliers d'Algériens se retrouvent exclus du système scolaire et ne trouvent pas malheureusement d'école de formation professionnelle qui puisse leur donner une qualification et trouver un métier, des entrepreneurs qui sont bloqués quotidiennement par la bureaucratie. Tout ça, évidemment, concerne les droits humains et concerne un certain nombre d'organismes des Nations Unies, parce qu'il n'y a pas que l'organisme qui s'occupe des droits de l'homme stricto sensu. Il y a aussi une vingtaine d'autres institutions qui s'occupent du travail, comme l'Organisation internationale du travail, comme l'UNICEF, comme aussi des institutions relevant justement de problèmes d'écologie, d'économie, de droits des femmes, ainsi de suite. Je crois que malheureusement, l'Algérie se trouve dans une situation extrêmement difficile. Bon, nous, on n'est pas là pour accabler encore plus ce pays. Au contraire, nous essayons de donner des pistes d'amélioration. Nous tirons des sonnettes d'alarme depuis des années et nous voulons que notre pays puisse donner aux Algériens la participation de travailler à sortir l'Algérie du marasme. Vous savez, il suffit de donner de la liberté d'expression, de la liberté d'entreprendre pour que en 3 ans, on puisse créer 4 à 5 millions d'emplois. Je peux évidemment... Je peux détailler d'une façon précise ce que je dis là, quand vous voulez, mais le respect des droits de l'homme, le respect de liberté d'association, d'expression, des journalistes, de la culture, etc., ça peut donner des millions d'emplois à l'Algérie. Absolument. Et ça, rien ne peut se faire, Hassan Hiresh, vous le savez très bien, sans qu'il y ait une vraie ouverture politique. Nabil Esmaïl, je vais revenir à vous, Nabil Esmaïl, et là, bien sûr, un petit passage du communiqué du ministère des Affaires étrangères qui dit que cette visite, si on peut dire, de M. Woul, elle incarne la concrétisation des engagements internationaux de l'Algérie et plus particulièrement la tradition de la collaboration constructive qu'elle entretient avec les différents mécanismes internationaux de protection des droits de l'homme. Votre réaction, Maître Nabil Esmaïl? Si ça avait été le cas, la visite n'aurait pas été reportée 2 années de suite. Ça, c'est d'une. De deux, si ça avait été le cas, tel que c'est dans le communiqué qui ressemble à tous les communiqués qu'on nous vend depuis 62, le rapporteur n'aurait pas évoqué et soulevé autant de discorde et autant de violations. Parce que il est important de revenir sur aussi sa remarque par rapport à la participation de la femme dans les postes clés de l'État, et il est très important
de revenir aussi sur le fait qu'il a très très bien remarqué en 10 jours, il a remarqué que les textes ne sont pas sont en totale contradiction avec la réalité et que la réalité est plutôt en totale contradiction avec les textes du moment qu'il n'y a pas le respect de la parité ni dans les assemblées, ni dans les gouvernements, ni dans les postes importants. Vous avez sur 58 wilayas 2 femmes wali. Donc ça saute aux yeux, que tout ce qui vient du pouvoir est de la poudre aux yeux, tout ce qui vient du pouvoir démontre la mauvaise volonté de respecter les engagements internationaux et il est surtout très important de rappeler que M. Woods est venu ici porteur d'un mandat spécial. Le mandat porte sur les droits des associations et de créer des associations et les droits aux réunions, la tenue de réunions. Il n'est pas, parce que j'ai entendu tout à l'heure votre question qui consistait à dire pourquoi il n'a pas rencontré les personnalités que vous avez citées, il n'a pas rencontré les avocats. Il a rencontré des avocats, je n'ai pas le droit de donner leur nom, je les laisse. Maître Bouchachi, il l'a rencontré. Il a rencontré des avocats, absolument. Il s'est entretenu avec d'autres par téléphone, je ne citerai pas leur nom parce qu'il faudra que ce soit eux qui le disent, mais il n'est pas porteur du mandat relatif aux droits de l'homme ou relatif aux violations des droits individuels ou des droits privés. Il est porteur d'un mandat concernant le droit aux associations et aux réunions. Donc, il a rencontré les représentants des associations dissoutes, les représentants de la Ligue dissoute. Ça rentre dans son mandat. Et ce qui est très important le peu qu'il a lu de son rapport préliminaire, c'est que il n'a fait que d'abord un constat. Il a fait un constat. Il a expliqué qu'est-ce qu'il a remarqué en 10 ans, en 10 jours. Et surtout, ce qui est beaucoup plus intéressant, c'est que dans un langage ferme, clair et précis, il a rappelé au pouvoir ses obligations internationales. C'est tout. Et ça, on n'a pas arrêté de le dire. Dans toutes les interventions, je vous disais que le comble de la folie, le comble de la folie et du déni, c'est que la Constitution de 2020 a consacré les conventions internationales que les juges refusent. Ils refusent d'entendre parler de ça. Ils refusent. Dans tous les procès d'opinion que nous avions auxquels nous avions assisté et participé, nous avions rappelé les obligations de l'Algérie, notamment par rapport à la convention ratifiée en 89 portant les droits civils et politiques. Rien du tout. Donc, que le rapporteur spécial revienne pour rappeler ce qu'on ne cesse pas de rabâcher depuis le début de la répression, c'est une chose. Ça confirme que nous avions raison. Ça confirme que nous ne sommes pas les ennemis de ce pays parce qu'on nous dit que puisque vous vous adressez aux instances internationales et aux ONG, vous êtes une main étrangère. Alors quand ils reçoivent la main étrangère, c'est quoi alors? Donc vous savez, toute cette panoplie de contradictions, toute cette panoplie de désengagement, toute cette panoplie de déni fait que l'image de l'Algérie est ternie. Et ce qui est intéressant aussi de savoir, c'est que le mois de novembre, je pense le 26 ou le 28, il va y avoir le rapporteur spécial chargé des libertés et des droits fondamentaux qui sera en visite en Algérie. Donc moi, ça me fait mal de voir mon pays, l'Algérie, sur un box d'accusés et le voir se faire taper dessus comme ça par rapport aux violations de ses engagements internationaux. Très bien. Très rapidement, Maître Nabil Esmaïl, il a rappelé aussi les autorités qui doivent maintenant s'attaquer au climat de peur
provoquée par une série d'inculpations pénales à l'encontre d'individus. Mais j'aimerais terminer par cette question très très rapidement parce qu'on me dit le temps de l'émission est terminé. Il a aussi parlé du Hirak. Les manifestants du Hirak ont fait preuve d'un esprit civique remarquable, donnant l'exemple au monde entier sur la conduite de manifestations pacifiques. 10 secondes, Nabil Ismail, à vous et à Mohamed Khelfaoui, Hassan Hirsch. Très rapidement. Bon, en une seconde peut-être, je vous dirais que c'est malheureux que le Hirak soit reconnu par la planète entière et qu'il soit étudié dans les plus hautes universités reconnues mondialement. Le phénomène du Hirak fait l'objet d'études et fait l'objet de recherches. Et en Algérie, on le réprime. Alors ça, cette reconnaissance mondiale prouve que le peuple mérite mieux que ce qu'il a aujourd'hui. Très bien. Merci beaucoup, Nabil Ismail. Le peuple mérite mieux que ce qu'il a aujourd'hui. Mohamed Khelfaoui, 10 secondes, s'il vous plaît. Mohamed Khelfaoui. Ah, on l'a quitté, on a perdu Mohamed Khelfaoui. Hassan Hirsch. J'étais en prison. Je parle des prisonniers d'opinion. C'est tout ça. Alors, évidemment, là, encore une chose, moi, ce qui me dérange beaucoup, voici que l'Algérie est venue pour se faire rappeler ses engagements internationaux et espérant que les gens en charge de la gestion du pays prennent en considération certains points pour donner meilleur climat de vie ensemble, de bonheur, d'expression et d'espoir. Pour le pays entier. Voilà. Merci beaucoup Mohamed Khelfaoui. Hassan Hirsch, désolé, on me dit qu'on doit terminer cette émission. Je vous promets de vous inviter à une autre émission et on va parler de ce sujet. Merci à mes invités, Hassan Hirsch, Nabil Ismail, Mohamed Khelfaoui. Merci à vous, chers téléspectateurs.